Aujourd'hui, les détectives n'ont plus besoin de se fier à des témoignages oculaires douteux et d'espérer que le coupable d'un crime odieux qu'ils enquêtent figure dans le système combiné d'indexation de l'acide désoxyribonucléique. Les nouvelles avancées en matière de criminalistique et de technologie acide désoxyribonucléique ont permis de résoudre bon nombre des crimes les plus cruels et infâmes de notre société. Et il est probable que nous verrons encore plus de justice dans les années à venir. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 4 affaires classées peu vieilles de plusieurs décennies qui ont finalement été résolues en 2025. Don Momohara, le 21 mars 1977, un peu après 7h30 du matin, la police d'Honolulu, à Hawaï, a été appelée au lycée McKinley après que le corps d'une élève a été retrouvé dans l'un des bâtiments. Don Momohara, âgé de 16 ans, a été retrouvé allongé sur le dos, partiellement vêtu, avec un tissu orange serré autour du cou. Elle avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Horriblement, la sœur de Dawn s'est présentée à l'école ce jour-là, sans savoir que le corps de sa sœur avait été retrouvé. Elle a ensuite été appelée dans le bureau du principal et informée, puis peu après, elle s'est rendue dans la salle de musique de l'école où ses camarades de classe ont tenté de la réconforter. Grant Okamura, professeur de musique, a déclaré au journal The Independent, les autres élèves essayaient de la consoler. Impossible de répéter dans ces conditions. Comment enseigner ainsi? Elle est simplement restée assise là, en pleurant. Dawn a été vue pour la dernière fois la veille lorsqu'elle a reçu un appel d'un homme inconnu, puis elle a dit à sa mère qu'elle se rendait au centre commercial local pour retrouver des amis. Elle n'est jamais rentrée chez elle cette nuit-là. Dans les jours qui ont suivi sa mort, la police a publié des croquis d'une personne d'intérêt ainsi qu'un véhicule associé dont ils avaient reçu des signalements de la part de témoins oculaires. La voiture a été décrite comme une Pontiac Le Mans de 1974 ou 75 qui a été vue par un témoin et sa petite amie alors qu'ils traversèrent le campus de l'école la nuit précédant la découverte de son corps. Un homme se trouvait près de la voiture sur une parcelle d'herbe proche du bâtiment d'anglais de l'école. Cependant, l'homme et le véhicule n'ont jamais été identifiés et l'affaire est restée sans suite au cours des années suivantes. Le meurtre de Dawn n'a connu que très peu d'avancées au cours des décennies suivantes. Ce n'est qu'en 2019 qu'une équipe chargée des affaires non résolues a demandé à une unité de biologie médico-légale d'examiner certains des objets encore conservés comme preuve, y compris les sous-vêtements de Dawn. L'année suivante, les experts médico-légaux ont pu établir un profil acide désoxyribonucléique et en 2023, ils ont reçu des informations concernant 2 frères qui avaient été interrogés en 1977. Quelques jours après la découverte du corps de Gideon Castro, diplômé de l'école l'année précédente, a été interrogé par les enquêteurs. Il a raconté avoir rencontré Dawn à un bal scolaire en 1976. Il l'a vue pour la dernière fois en février 1977 lors d'une fête foraine où ils ont parlé environ 15 minutes. Il a mentionné être dans la réserve de l'armée américaine. Son frère William a rencontré Dawn par l'intermédiaire de Castro après avoir reçu plus d'informations sur les frères. En 2023, les détectives se sont rendus à Chicago, où le frère de Castro vivait, et ont obtenu l'acide désoxyribonucléique de l'un de ses enfants adultes. Les analyses médico-légales ont révélé qu'il ne correspondait pas à celui trouvé sur la scène du crime. Alors les enquêteurs se sont tournés vers l'un des enfants de Castro, dont l'acide désoxyribonucléique a révélé un lien. Un échantillon prélevé sur Castro a révélé une correspondance formelle. Il a ensuite été arrêté pour meurtre au second degré en janvier 2025 dans la maison de retraite où il vivait à Mill Creek, au sud de Salt Lake City, dans l'Utah. Lors de l'enregistrement, aucune nouvelle mise à jour n'a été apportée à l'affaire. Fin janvier, Castro attendait son extradition vers Honolulu. Beverly Weevil, 30 ans. Beverly Weevil, du canton de Canton au Michigan, a déposé son fils à l'école le 18 septembre 1989. D'après les enquêteurs, elle a fait une sieste dans sa voiture. Ensuite, elle a été enlevée de sa voiture, agressée sexuellement, puis abattue. Certains rapports indiquent que ses jambes avaient été écrasées par au moins un véhicule. Son corps a été découvert sur le bord de la route, près de Godfredson Road, dans le comté de Washtenaw. Les enquêteurs ont vite commencé à examiner l'affaire.
Beverly a été tué par balle avec un pistolet de calibre 45 peu après. Son véhicule a été retrouvé avec le moteur encore en marche. La portière conducteur était ouverte et tenait à ses affaires à l'intérieur, dont un sac à main. Les détectives ont déterminé que le meurtre et l'agression s'étaient produits en 1 heure environ. Le fils de Beverly ayant été déposé à 8h30 et la police appelée vers 9h40. Son fils, Dale Swanson, avait 13 ans lorsque sa mère a été tuée. En repensant à cette période de la vie de sa mère, il a déclaré « Il se passait des choses, même si elle était en train de divorcer de mon père à l'époque, et mon grand-père ne voulait pas qu'elle amène son nouveau petit ami à la maison, alors elle restait dans la voiture, mais elle ne vivait pas dans la voiture. » Bien que la police ait recueilli des preuves acides désoxyribonucléiques et qu'un kit de viol ait été utilisé, ils avaient très peu d'éléments à exploiter à l'époque, car une correspondance ne pouvait être faite que si le profil acide désoxyribonucléique de l'auteur était déjà dans le système, ce qui n'était pas le cas. De plus, les témoignages de témoins étaient rares et espacés. Un témoin a affirmé avoir entendu un coup de feu et vu un véhicule bleu semblable à une Chrysler New Yorker avec un toit blanc quitter les lieux à toute vitesse. Mais ce témoignage n'a mené à rien. L'affaire de Beverly est restée inactive pendant des décennies. En 2022, le bureau du shérif du comté de Washtenaw a réexaminé l'affaire, espérant que de nouveaux regards et des techniques médico-légales modernes permettraient de résoudre une tragédie vieille de 32 ans. Les autorités ont travaillé avec la police d'État du Michigan et ont finalement envoyé leurs preuves médico-légales à Outram Inc., une société spécialisée dans la généalogie génétique médico-légale, en janvier 2024. Les experts médico-légaux travaillant avec Outram ont commencé à établir un profil acide désoxyribonucléique complet du suspect et l'ont utilisé pour mener des recherches généalogiques, ce qui a permis de réduire le nombre de suspects pour les enquêteurs. Parmi les suspects, les autorités ont finalement ciblé Buster Robbins, 69 ans, d'Almond, Michigan. Ils ont ensuite surveillé pendant plusieurs jours sur plusieurs semaines en faisant le guet devant la maison qu'il partageait avec sa femme. Le 24 septembre 2024, ils ont pu recueillir plusieurs objets, dont des pailles usagées, qui ont été envoyés pour une comparaison acide désoxyribonucléique. Une correspondance a été confirmée et Robbins a été arrêté. En 1989, selon sa femme aux autorités, il conduisait un véhicule similaire à celui décrit par le témoin. Ils ont également trouvé un chargeur de calibre .45 à l'intérieur de son domicile lors de l'exécution d'un mandat de perquisition. Robbins a été inculpé de meurtre aggravé. Son avocat a déclaré, lors d'une discussion à propos de Bell, qu'il était père de 4 enfants, qu'il avait des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, et qu'il n'avait aucun antécédent criminel. Le fils de Beverly, Dale, a observé « C'est ce qui a fait le plus mal de penser qu'il y a 35 ans, il a fait ça puis a continué sa vie comme si de rien n'était. » Un juge a décidé que Robbins serait détenu sans possibilité de libération sous caution. L'affaire est en cours. Donna Ogleb. Le matin du 8 mars 1998, la police de Toronto a été appelée dans un parking de la rue Carlton, près de la rue Jarvis, après des signalements indiquant qu'un corps avait été retrouvé. La victime était enceinte de 4 mois et avait été étranglée à mort. Donna Ogleb, 24 ans, originaire des Philippines mais résidant en Colombie-Britannique au moment de son décès, a rapidement été identifiée. Elle n'était à Toronto que depuis 5 semaines avant d'être tuée. Les enquêteurs ont appris peu de temps après qu'elle était déjà mère d'un enfant et qu'elle gagnait sa vie en se livrant à la prostitution. Bien qu'ils aient pu recueillir de l'acide désoxyribonucléique sur la scène du crime, l'affaire de Donna est restée non résolue pendant plus de 2 décennies. En 2019, une équipe chargée des affaires non résolues de Toronto a publié une vidéo sur YouTube pour solliciter des informations et 2 ans plus tard, l'affaire a été présentée dans un podcast de la police de Toronto qui met en avant les crimes non élucidés. Le chef de l'unité des affaires non résolues, le sergent détective Steve Smith, a déclaré « C'était un crime horrible. Elle était vulnérable, travaillant dans la rue pour survivre. Mais nous n'avons jamais oublié Donna. Nous n'oublions personne. » Malgré leurs efforts pour obtenir de nouvelles pistes, les autorités restaient sans indice quant à l'identité du meurtrier de Donna. En 2022, les enquêteurs ont envoyé les preuves médico-légales de l'affaire de Donna à Outram Incorporated. Comme ils l'avaient fait pour l'affaire de Beverly, des experts médico-légaux ont établi un profil acide désoxyribonucléique du suspect et une recherche généalogique a été menée. La police, désormais munie des noms de suspects potentiels, a commencé à réduire sa liste. Et, le 6 février 2025, Ronald Ackerman, âgé de 50 ans, originaire de Gander, à Terre-Neuve, a été arrêté à l'aéroport Pearson de Toronto alors qu'il revenait d'un voyage en Alberta où il travaillait dans les champs pétrolifères. Il a ensuite été inculpé de meurtre au premier degré.
Selon le sergent détective Smith, qui a annoncé l'arrestation le lendemain, la police pensait qu'Ackerman, un chauffeur de camion de 24 ans en 1998, avait été un client de Donner la nuit de sa mort. Ils ont déclaré qu'à ce stade, ils n'étaient en tout pas certains s'il s'agissait d'un cas isolé ou s'ils voyaient Donner régulièrement. Il est à noter que les enquêteurs ont également déclaré qu'Ackerman leur était connu, mais que son nom n'était jamais apparu au cours de leur enquête sur la mort de Donner. Une autre source policière anonyme a déclaré au Toronto Sun que lorsque la police l'a abordé, Ackerman semblait surpris. Ils ont ajouté qu'il a réagi en disant « Êtes-vous sûr ?» et « Oh mon Dieu !» Dans son esprit, nous faisions erreur. Smith a également annoncé qu'ils allaient examiner les déplacements d'Ackerman au cours des 25 dernières années afin de déterminer s'il a des liens avec d'autres crimes, déclarant « Nous devons découvrir ce qu'il a fait au cours des 25 dernières années et nous assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes, que ce soit pour des motifs sexuels ou des homicides, dans lesquels il pourrait être impliqué. » Début février, Ackerman était toujours en détention. Il n'y a pas eu de nouvelles depuis, mais l'affaire, comme d'autres mentionnées ici, est toujours en cours. Toute personne disposant d'informations pertinentes concernant Ackerman peut appeler Crime Stoppers de façon anonyme au 4 16222 8477 ou contacter la police de Toronto au 4 1680 87400. Marianne Daniels. Le 1er février 1989, Marianne Daniels a été retrouvée morte à son domicile dans le bloc 2005 de l'avenue Hoyt à Everett, dans l'État de Washington. Marie était une femme de 33 ans souffrant d'un handicap intellectuel qui résidait dans un centre de vie transitoire au moment de sa mort. Son frère, Thierry, l'a décrite comme quelqu'un de confiant, insouciant et qui croyait toujours au bon côté des gens. Il a rapidement été établi que Marie avait été étranglée à mort avec une ligature faite à partir de son soutien-gorge, de la sangle de son sac à main et d'un cordon électrique. Le gestionnaire de l'immeuble avait découvert son corps en venant récupérer son loyer, trouvant la porte entrouverte. Il a d'abord cru qu'elle dormait simplement après avoir vu la partie inférieure de ses jambes sur son lit et il est donc reparti. Mais le lendemain, il est revenu et a constaté qu'elle n'avait pas bougé. Cette fois, il a vu la ligature autour de son cou et a ensuite appelé la police. Les enquêteurs ont remarqué, en examinant la scène, qu'un programme télé était ouvert à la page du 28 janvier et ont supposé, étant donné l'état de son corps, qu'elle était probablement morte cette nuit-là. Dans les jours qui ont suivi, les autorités ont découvert un câble électrique coupé et 2 cheveux qui ne semblaient pas appartenir à Marie, recueillant ces éléments comme preuve. Ils ont également fait du porte-à-porte dans le quartier et en parlant avec des amis, ont découvert que Marie avait eu une relation sexuelle avec un homme alors qu'elle vivait dans un motel, mais qu'elle avait plus récemment parlé d'une relation qu'elle entretenait avec un voisin qu'elle appelait Joe. Malgré ces informations, le gestionnaire de la propriété était le plus suspect, devenant rapidement agressif. Il a refusé de donner sa date de naissance à la police et on a rapidement découvert qu'il avait fourni un faux nom. Il a été arrêté pour crime et renvoyé dans l'Oregon où il était recherché pour un autre délit. La police a finalement retrouvé l'homme que Marie voyait pendant son séjour au motel, et même si certains de ses propos ont semblé étranges, voire un peu inquiétants, il avait un alibi pour la nuit du meurtre. Pendant des années, les enquêteurs ont cru que l'un de ces hommes était probablement responsable du crime, mais ils n'ont jamais eu les preuves pour le prouver, et tous 2 sont finalement décédés. En 2011, l'acide désoxyribonucléique des 2 hommes a été comparé à celui retrouvé sur le corps de Marie, et tous 2 ont été écartés. Une 3e personne d'intérêt anonyme a aussi été écartée à ce moment-là. L'affaire est restée lettre morte pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2021 que la société Outram a réussi à obtenir un profil acide désoxyribonucléique à partir des cheveux retrouvés sur la scène du crime. Le profil a ensuite été téléchargé sur GenMatch et en 2022, Joseph-André Jacques a été identifié. Jacques était l'un des voisins de Marie au moment de sa mort et avait été interrogé, mais il n'était pas considéré comme une personne d'intérêt. En 1989, il a déclaré à la police qu'il était allé travailler, était rentré chez lui, s'était douché, puis était sorti dîner seul avant d'aller dans un bar jusqu'à la fermeture. Lorsqu'on l'a interrogé sur sa relation avec Marie, il a affirmé qu'il n'avait aucune relation avec elle en dehors de celle de simples voisins. Fait notable, Jacques n'a été interrogé qu'une seule fois par les enquêteurs entre le décès de Marie et son arrestation en 2025 et il n'avait pratiquement aucun autre antécédent criminel, à l'exception d'une condamnation pour conduite imprudente en 1992. Au moment où le lien a été établi entre les 2, Jacques vivait à Las Vegas.
La police d'Everett a contacté les autorités locales pour les aider à obtenir un échantillon d'acide désoxyribonucléique et une bouteille de bière jetée a été récupérée dans un restaurant où ils mangeaient avant d'être envoyée au service de police d'Everett. L'acide désoxyribonucléique de la bouteille correspondait à celui trouvé sur la scène de crime de Marie. Jack Harris, 61 ans, a été arrêté à Las Vegas fin janvier 2025 et incarcéré à la prison du comté de Clark. Il doit être extradé vers l'État de Washington où les procureurs ont demandé qu'il soit détenu en échange d'une caution de 2 millions de dollars. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et spéculations. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.